Chronologique Cusco 1450, c'est un jeu d'enquête de déduction, plus précisément, pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui s'inscrit dans la gamme chronologique, donc c'est la deuxième boîte de cette gamme. La première s'appelait Chronologique Paris 1920, ça se passait à l'Opéra de Paris et c'était un principe d'enquête exactement le même. Vous allez voir que si vous connaissez Chronologique Paris, vous connaissez déjà les règles de celui-là. Ce qui va changer, c'est évidemment les lieux, les personnages et les différentes enquêtes qu'on va trouver dans la boîte. Donc pour la mise en place, justement, vous allez trouver dans le jeu chronologique 3 petites boîtes qui vont chacune correspondre à 3 types d'enquêtes bien différents, donc 3 types de questions auxquelles il va falloir répondre. Et dans chacune de ces boîtes, il y aura 5 enquêtes différentes sur donc le même thème. À chaque fois, vous aurez un niveau de difficulté correspondant aux enquêtes, donc plus vous allez avancer, plus ce sera compliqué, et là on monte plutôt assez haut dans le nombre d'étoiles. Et le principe, c'est que à chaque fois que vous allez vouloir faire une enquête, vous allez ouvrir la boîte, vous allez prendre le petit livret qui se trouve à l'intérieur, lire la petite mise en place, le petit scénario global, et les questions auxquelles il va falloir répondre pour ce scénario. Ces questions-là, elles seront identiques pour les 5 scénarios différents de cette première boîte. Ce qui va changer, ce sera la mise en place de départ, et la résolution, ce ne sera pas les mêmes réponses, bien évidemment. À chaque scénario va correspondre 6 cartes qui correspondent aux 6 lieux qu'on va trouver dans le jeu. Donc vous avez un petit plateau qui va illustrer les 6 lieux du jeu, avec des chemins qui vont connecter les lieux entre eux. Vous allez avoir des plaquettes qui vont correspondre à 6 temps bien précis de résolution d'enquête, et des plaquettes qui vont correspondre aux 6 personnages qui vont être présents pour l'enquête et qui vont participer à la résolution de cette enquête. Chaque joueur aura une petite feuille comme celle-ci, dans laquelle on va avoir les fameux 6 temps de l'enquête. À chaque fois, dans les 6 temps, on aura les 6 lieux, et on va pouvoir du coup inscrire qui était à quel endroit, à quel temps. On aura aussi la possibilité de savoir combien de fois un personnage a été dans tel ou tel lieu, et on va devoir, en notant donc tout ça sur notre petit carnet, qui sera évidemment caché par un petit paravent des autres joueurs, essayer de déduire et de répondre aux questions qui sont posées en début de partie. Sur le petit paravent, vous avez un résumé du tour de jeu, la fin de partie, le principe donc avec les plaquettes que je vais expliquer juste après, un récapitulatif des lieux, donc ça pour les premières parties vous pouvez le regarder, après vous en aurez pas nécessairement besoin. Donc vous cachez votre petite feuille avec, vous mettez en place les tuiles comme ici, donc les 6 tuiles de temps, les 6 tuiles de personnages et les 6 cartes correspondant au scénario que vous voulez jouer. Donc là c'est le scénario numéro 1 de l'enquête, le sceptre d'or. Si vous voulez jouer avec le scénario numéro 2, il faudra prendre les 6 cartes numéro 2, les 6 cartes numéro 3, les 6 cartes numéro 4, les 6 cartes numéro 5, en fonction des scénarios. Donc les scénarios vont avoir tous donc une réponse bien précise, mais ça reste quand même un jeu qui peut être rejouable, à moins que vous ayez une énorme mémoire. Généralement, si vous faites une ou 2 parties, que vous changez de scénario, que vous changez de boîte, que vous y revenez un peu plus tard, ça m'étonnerait que vous vous souveniez des réponses et du cheminement à faire pour résoudre telle ou telle enquête. Donc ça reste un jeu d'enquête rejouable à mon avis. À la fin de la vidéo, je vous donnerai les différents types d'enquêtes, les 3 types d'enquêtes de la boîte. Si vous voulez pas vous faire spoiler, si vous voulez vous garder la surprise, je vous inviterai à zapper cette partie. Je garde ça du coup pour la fin. Là, je vous expliquais juste le principe de base. Donc, une fois que la mise en place est faite comme ici, chacun a récupéré sa petite feuille. On désigne un premier joueur, et ce premier joueur va pouvoir commencer à enquêter, et donc on va pouvoir aller questionner soit les lieux, soit les personnages, soit le temps, soit les personnages en fonction des lieux, et ça va nous donner des indications différentes. Si on veut se renseigner sur un temps donné, donc par exemple qu'est-ce qui s'est passé au temps 3, dans l'observatoire par exemple, on va prendre la carte de l'observatoire, on va prendre la tuile du temps 3, on va retourner la carte pour faire coïncider les formes, et quand on va retourner, on va avoir donc dans les trous des indications qui seront utiles à l'enquête, et à chaque fois le principe c'est qu'on aura une indication qu'on devra donner à tous les joueurs, et une indication qu'on va garder pour nous. Donc quand on fait cette petite manipulation, évidemment la tuile on la garde pour nous, on regarde nous ce qui est marqué dessus, on dit, et il faut pas tricher évidemment sinon ça casse tout le jeu, ce que les autres doivent savoir, donc ce qui est inscrit dans le petit cadre avec les 3 bonhommes verts,
Et on garde uniquement pour nous l'information qui est inscrite en dessous du petit bonhomme blanc. Et on coche, on écrit des choses sur notre petit tableau et ça va nous aider à résoudre l'enquête. Donc en fonction de si on prend une tuile de temps ou une tuile de personnage, on aura deux informations différentes. Les tuiles de temps, elles vont nous permettre de savoir combien il y avait de personnages présents dans le lieu qu'on va choisir à cet instant. Donc là, si je prends le temps 3 à l'observatoire, c'est que j'ai envie de savoir combien il y avait de personnages dans l'observatoire, donc l'observatoire c'est le petit étoile ici, au temps 3. Et généralement, ça va être l'info qui va être commune, on va nous donner un nombre de personnages, on va dire il y en aura 3. Donc on pourra noter en petit 3 ici pour savoir qu'il y a 3 personnages à cet endroit-là. Et l'information personnelle, c'est qu'on va nous dire exactement lequel parmi les 3 était présent. Un des personnages qui était présent. Donc là, voilà, sans trop spoiler, je sais que il y avait 2 personnages présents au temps 3. Ça, je le dis à tout le monde. Donc ici, tout le monde écrit x2. Et moi, je sais tout seul qu'il y avait le fermier qui faisait partie de ces 2 personnages. Premiers éléments, je note ça sur mon carnet, je repose les tuiles à leur place, et c'est au joueur suivant d'associer une tuile avec une carte lieu. Ce sera du coup le même principe avec les autres tuiles de temps. Et si par contre on prend des tuiles de personnages, ben là les informations ça va être différent. Donc c'est toujours lié à un lieu. On va essayer de savoir si le personnage est déjà allé dans le lieu, combien de fois il y est déjà allé, et on va nous dire à quel temps il était présent. Donc l'information commune à chaque fois ce sera le nombre de fois où le personnage a été dans ce lieu. Donc là on pourra le noter sur la partie centrale du plateau. Donc là, j'ai pris par exemple Cusco et j'ai pris le soldat. Donc je sais que le soldat à Cusco, il y a été 2 fois. Et ça, je le dis à tout le monde doit le savoir. Et moi, mon information personnelle, c'est que je sais à quel temps il y a été. Un des temps où il y a été. Donc là, je sais qu'il y a été au temps 3. C'est une information que je garde pour moi. Et je repose la plaquette et c'est le joueur suivant de poser les questions qu'il a envie de poser. La règle principale du jeu, et c'est la même que dans la boîte de Paris, c'est que, en tout cas tant que c'est pas contre-indiqué dans l'explication de la mise en place, chaque personnage se déplace toujours entre chaque temps. Et un personnage ne reste jamais au même endroit. Il va toujours se déplacer. Et la petite subtilité de cette boîte-là, c'est que vous allez avoir, pour chaque mise en place, des chemins qui seront fermés, que vous pourrez pas utiliser. Donc là, on vous dit par exemple, pour la mise en place du scénario 1, vous avez donc à chaque fois un point de départ, donc des informations de départ qui sont données à tout le monde. Là, on vous dit qu'il y a 3 chemins qui sont bloqués. Donc ces 3 chemins, on a des petits marqueurs pour les bloquer ici. Personne ne pourra passer entre ces lieux. Évidemment, ça, vous le reportez sur votre feuille à chaque temps, hein, parce que c'est valable pour les 6 temps. Vous mettrez des petites croix pour dire que les personnages ne pourront pas passer par là. Et on vous dit à chaque fois, pour la mise en place, où se trouvent certains personnages au temps 1. Donc là, on vous dit au temps 1, voilà, la marchande, elle est dans les collines, je sais pas comment ça s'appelle, dans le Machu Picchu. Le fermier, il est à l'observatoire. Donc tout ça, vous le notez au temps 1. Vous mettez à chaque fois les initiales des personnages, hein, M, S, E, F, A, P. Ça vous donne un point de départ. Et ensuite, avec les questions que vous allez poser, vous allez affiner tout ça et savoir un peu où vont les personnages, ce qu'ils font, et ça va vous permettre de répondre aux questions qu'on vous pose au tout début, que je vous donnerai à la fin. Et c'est à peu près tout pour les règles de chronologique. Le principe, c'est qu'on va jouer comme ça un certain nombre de tours, donc à tour de rôle, on va poser des questions, jusqu'à ce qu'un joueur pense avoir la solution et puisse répondre à toutes les questions qui ont été posées au début. Dans ce cas-là, il va le noter sur sa feuille quelque part. Il va prendre le livret et regarder la solution qui est présente dans le livret. S'il a bon, il a gagné la partie. S'il s'est trompé, chaque autre joueur aura la possibilité de faire une proposition. Si un ou plusieurs joueurs ont trouvé la solution, ils ont gagné. Sinon, la partie est un échec global. Vous pourrez recommencer ou changer de scénario. Donc c'est maintenant que je vais vous spoiler un petit peu les scénarios, donc vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez, juste pour vous dire ce que vont être les enquêtes. Donc pour la boîte numéro 1, l'enquête, c'est toujours la même, donc pour les 5 scénarios, ce sera juste la mise en place qui changera et les réponses qui seront différentes. Le Dieu Soleil a missionné 2 personnages, parmi tous ceux présents dans la boîte, pour aller planter le sceptre d'or dans un lieu sacré. Mais on sait pas où, donc c'est un lieu secret. Et donc l'enquête, c'est que sur l'ensemble des 6 temps,
il n'y a qu'un seul lieu qui n'est visité par exactement 2 personnages. Donc à chaque fois, pour chaque enquête, il n'y aura qu'un endroit où il y aura exactement 2 personnages. Et il vous faut trouver donc quel est le lieu sacré, donc ce fameux lieu, qui sont les 2 personnages en question, et à quel temps ils se retrouvent tous les 2 dans le lieu sacré. C'est les 3 questions auxquelles il va falloir répondre pour l'ensemble des 5 scénarios du livret 1. En sachant, comme je vous ai dit, que chaque personnage se déplace toujours d'un endroit à un autre entre chaque temps, et qu'il y a des chemins qui vont être bloqués, ou bien des chemins qui vont être à sens unique. Donc on aura aussi la possibilité, sur l'autre côté, de mettre les chemins à sens unique. Vous voyez, pour ce scénario-là, par exemple, il y a 3 chemins bloqués et 2 chemins qui ne vont que dans un sens. Donc ça rajoute, voilà, des petites contraintes, et ça change un petit peu la façon de déduire. Pour la boîte de scénario 2, il y a une déesse qui a maudit des habitants, et cette malédiction se transmet d'habitant en habitant. Le principe, c'est que on va vous dire, cette fois-ci, la mise en place au temps 6, et on vous dira au temps 6, quels ou quels, au pluriel, habitants sont maudits. Et votre but, ça va être de remonter le temps et de savoir quel a été le premier habitant maudit par cette déesse. Donc là, on inverse un petit peu le process. On a la position d'arrivée. On vous dit à l'arrivée quels sont les personnages maudits. Et il va falloir savoir quel a été le premier personnage à être maudit, sachant que les personnages qui sont maudits vont maudire les autres personnages dès lors qu'ils seront dans un même lieu. Donc admettons, il y a un premier personnage qui a été maudit au temps 1. Dès qu'il va se retrouver dans un même lieu que d'autres personnages, ces autres personnages vont aussi être maudits, et le personnage qui a été maudit en premier, au temps d'après, ne sera plus maudit. Je sais pas si vous me suivez, c'est un peu tordu, et c'est ce qui fait que l'enquête est un peu plus difficile. C'est une malédiction qui se transmet d'habitant en habitant. Dès qu'on la transmet, on en est guéri. Et par contre, ça peut se transmettre à plusieurs habitants en même temps si on se retrouve à plusieurs dans un même endroit. Et donc il va falloir remonter, je vous dis, vous aurez juste l'info de qui est maudit à la fin. Donc par exemple, premier scénario, on vous dit, donc toujours pareil, il y a des chemins qui vont être barrés plus ou moins. On vous dit où sont placés les différents personnages. Alors, des fois on vous dit où sont placés tous les personnages, des fois il n'y en aura que quelques-uns, vous connaîtrez la position, les autres vous ne saurez pas, il faudra la déduire aussi. Et là on vous dit que il y a un personnage maudit, hein, en tout cas pour la première enquête, qui se trouve au niveau de l'observatoire. Et ça c'est au temps 6, donc vous notez toutes les informations du temps 6. Et ensuite, il va falloir essayer de remonter un petit peu pour savoir qui a été maudit en premier, qui a transmis la malédiction à tous les autres, en sachant ce que je vous ai dit, donc qu'elle se transmet et que ça permet de libérer les autres. Donc un peu plus complexe, un peu plus tordu. Enfin, le dernier scénario, le scénario 3, scénario de l'enfer, ultra complexe. Là, c'est lié à des danses, donc vous allez avoir les personnages qui vont tous se déplacer en sens horaire sur les routes extérieures des différents lieux. Donc ils se déplaceront toujours dans le même sens, sauf qu'ils vont se déplacer de plus ou moins de cases en fonction des danses qui leur sont attribuées. Donc comment vous expliquer ça clairement ? Vous allez avoir dans le scénario de départ la position des différents personnages, donc toujours avec éventuellement des routes barrées, et vous aurez différentes séquences de danse avec des valeurs. Donc une danse par exemple 1-1-1 va faire que le personnage va se déplacer de une case, une case, une case. Toujours dans le sens horaire, en suivant les lignes extérieures. Une danse 1-1-3, ça veut dire que le personnage il va se déplacer de 1, puis 3 cases directement. Et le problème, c'est que vous savez pas quel est le point de départ des danses des personnages. Donc vous savez pas si à l'instant T, il va se déplacer de 3 ou de 1. Et surtout, en fonction des scénarios, vous avez des danses qui sont attribuées à certains personnages. D'autres, il faudra deviner. Mais dans les scénarios plus compliqués, vous savez absolument pas quelle danse est attribuée à quel personnage. Donc vous savez pas de combien de cases les personnages vont se déplacer, à quel moment. Et le but du jeu dans ce scénario-là, c'est de réussir à trouver la position de tous les personnages au temps 6. Et dans ce cas-là, vous ne jouerez pas pour l'ensemble de ces scénarios avec la tuile temps 6, puisque l'objectif c'est de trouver où sont tous les personnages au temps 6. Je ne sais pas si c'est très clair, je vous laisserai relire éventuellement, mais c'est un énorme casse-tête et c'est clairement le scénario le plus compliqué pour l'instant de ces boîtes chronologiques. En tout cas, c'est intéressant et ça crée encore de nouvelles réflexions et une nouvelle façon de jouer.
Et voilà, c'est tout pour les règles de chronologique Cusco 1450. Donc les règles de base sont exactement les mêmes que celles de la boîte chronologique Paris. Les différences vont venir des scénarios, des mises en place et des petites contraintes qui vont changer. Et ça en fait du coup une boîte qui fait pas du tout doublon avec la boîte première, mais qui est quand même beaucoup plus compliquée et donc beaucoup moins accessible pour les joueurs. Dans tous les cas, ça reste un excellent jeu de déduction que je vous conseille si vous aimez ça. Bon jeu.